Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, une émission consacrée aux joueurs cette semaine. On s'éloigne un peu du focus équipe qu'on avait l'habitude de prendre ces dernières semaines. On va s'intéresser aux joueurs souvent cités dans les rumeurs de transfert et on va se demander, doivent-ils être échangés et si oui, contre quoi? Un podcast où l'on va donc parler trade. Alors logiquement, j'ai avec moi le maître, le roi de la création du trade, The Human Trade Machine, Tom. Comment ça va? Ça va et toi, Ben? Bah là, je sens que autant au niveau de est-ce que le joueur doit partir, si oui, etc., ça ira, mais je sens que j'aurai moins de fantaisie au niveau des créations de trade. Tu vois. C'est ça, je m'habitue à ça au bout des années dans ce genre de podcast. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'un peu sortir du cocon équipe pour parler des joueurs. Donc comme je l'ai dit, pour chaque joueur, on va d'abord présenter ce qu'il apporte sur le terrain, quel type de joueur il est. Ensuite, on va s'intéresser au potentiel trade, peut-être aux rumeurs que l'on peut lire à droite à gauche. Puis on va se demander si c'est dans l'intérêt du joueur et aussi de l'équipe de l'échanger. Avant ça, on vous invite à nous suivre sur Twitter @DunkHebdo, sur la plateforme où vous écoutez notre podcast. Et puis aussi sur YouTube, on s'approche tranquillement mais sûrement des 1000 abonnés sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à y aller. Et puis on marque une petite pause et puis on s'envole du côté de l'Indiana. Parce que oui, Indiana a beaucoup fait parler d'elle cette semaine. Commençons notre liste donc, Tom, avec deux joueurs d'Indiana. On l'a appris cette semaine grâce à un article de Shams Charania. Les choses devraient bouger pour les Pacers. On a donc décidé de s'intéresser à un duo qui est un petit peu le symbole de ce qui a plus ou moins marché dernièrement du côté d'Indiana. Miles Turner, Domantas Sabonis. On va commencer par Miles Turner. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où cet article a été publié sur Twitter, Tom, allez, 1/1000 de seconde après, les trade machines ont chauffé de partout. Pour tout le monde. La moitié des fans des franchises, de toutes les franchises NBA voulaient attirer Miles Turner. Alors d'abord, commençons notre petite présentation. Avec Miles Turner, on obtient quoi? Alors, avec Miles Turner, on obtient déjà de la défense, puisque c'est un joueur qui est toujours bien placé sur les courses de défenseurs de l'année. Il peut pas craquer les All Defensive Team parce que devant lui, il y a vraiment des monstres. Il y a, quand tu prends les Rudy Gobert, tu prends Embiid, Giannis, tout ça. C'est difficile, même si c'est un mec qui a un très bon niveau défensif. Mais en fait, c'est un peu l'espèce de pivot role player entre guillemets parfait que tu voudrais autour d'un ailier gros playmaker et de joueur offensif, puisque c'est quelqu'un qui a un faible usage par rapport à la moyenne à son poste, et c'est quelqu'un qui offensivement arrive à offrir des éléments de spacing par sa capacité à déclencher de loin, même si le volume reste un peu faible. Donc c'est vraiment le prototype du pivot entre guillemets trendy, plutôt bon quoi. C'est ça. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai parlé des rumeurs de trade ou en tout cas des fans qui voulaient attirer Miles Turner. On parle souvent plus du profil de Miles Turner que de Miles Turner. On va revenir un peu là-dessus. Je suis d'accord avec toi. J'ai vu une stat qui est un peu sur l'année dernière. On sait que l'année dernière, avant sa blessure en fin de saison, c'était un joueur qui était annoncé parmi les favoris. Tu l'as dit au titre de défenseur de l'année. Seul Rudy Gobert limitait ses adversaires à un plus bas pourcentage parmi les joueurs qui ont contesté 5 tirs ou plus dans la raquette. Quand dans une stade défensive, le seul mec au-dessus de toi, c'est Rudy Gobert, en général, t'es bon. T'étais plutôt bien. Faut aussi parler du fait que c'est un joueur, à l'exception, je l'ai dit, de la fin de saison dernière, qui rate peu de matchs, 82% de matchs joués en carrière, si on exclut les matchs de cette année. Et puis, moi, au niveau du tir, j'ai mis la théorie du tir. Ouais. C'est un joueur qui va être assez à l'aise près du panier, qui, par contre, dans ce qu'on appelle parfois la floater range, là, tu vois, pas dans la peinture, mais intermédiaire, historiquement a toujours été pas très bon. Il y a toujours eu du mal. Et puis oui, ce tir extérieur, même si on sait, Tom, on en a un petit peu parlé avant d'enregistrer, que j'ai aussi mis solide au lancer franc. Ça, c'est important pour un pivot. C'est un joueur qui va offrir du spacing, mais qui va prendre que les tirs qu'on lui offre. Pour ça, j'ai une stat assez intéressante. Il a pris 128 tirs à 3 points cette année, l'ami Miles Turner. Combien n'étaient pas ouverts, Tom, sur 128? Je dirais 15. 6. Vraiment. Donc, Miles Turner, il prend des tirs quand c'est ouvert, ce que lui donne la défense. C'est-à-dire, Tom, est-ce que, et là je vais être un petit peu, pas caricatural, mais est-ce que parfois on n'aime pas plus l'idée de Miles Turner que Miles Turner lui-même?
Ah oui, clairement. Je pense que, enfin, la théorie de Miles Turner, c'est un joueur parfait autour de, par exemple, des joueurs comme Zion ou les joueurs, en gros, les postes entre guillemets 4 classiques qui ne peuvent pas jouer poste 5 pour des raisons défensives. Puisque lui, il va permettre, il va donner des éléments de spacing. Comme tu l'as dit, défensivement, c'est l'un des joueurs qui se fait de mieux. Par contre, dans sa dissuasion, contrairement à des joueurs comme Joel Embiid et même Rudy Gobert, les joueurs n'ont pas peur d'aller le confronter. Même s'ils se font contrer, ils n'ont pas peur d'aller le confronter, ce qui explique que lui, il arrive à produire, par exemple, en moyenne plus de contres qu'eux, parce que les joueurs n'ont pas peur. Là, au Rudy Gobert, voire même des Joel Embiid, leur simple présence va suffire à freiner le joueur et à changer la façon dont il allait attaquer l'arceau. Là, les joueurs, ils vont quand même en se disant, entre guillemets, c'est Miles Turner, même si il va nous contrer, mais on n'a pas vraiment peur de lui, quoi. Donc oui, effectivement. C'est peut-être la présence physique aussi, tu vois. Là où Embiid est un joueur massif, on connaît l'envergure de Rudy Gobert. Il y a peut-être pas cet élément-là chez Miles Turner. C'est ça. Et puis même le problème, tu as parlé du problème du volume à 3 points. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait en fait quand il ne shoot pas. Et c'est ça aussi, parce que à partir du moment où le close-out est trop serré, aujourd'hui, enfin de ce que j'ai pu voir de lui dans les matchs récents, c'est un joueur qui, lorsqu'il est par exemple dans le coin, il va pouvoir trouver un petit dribble pour par exemple se rapprocher de la zone un peu intermédiaire ou venir dans l'axe de la raquette pour après tenter un petit shoot. Par contre, quand il est à 45, il n'arrive pas à trouver le bon angle pour attaquer le panier. Tu vois, il a très peu de toucher avec je trouve qu'il a très peu de toucher avec la planche. Tu vois, quand il rentre en diagonale dans la raquette, et il a aussi un peu une vision tunnel, il n'arrive pas forcément à bien ressortir les ballons. C'est ce qui explique pourquoi, justement, tu vois, les deux, ça se complète. Pourquoi c'est un mec qui, dans la zone intermédiaire, est mal à l'aise, en fait. Ça peut s'expliquer. Et c'est vrai que quand il ressort plutôt bien au périmètre, moi, de ce que j'ai vu, et je rebondis, mais je suis totalement d'accord, j'étais surpris de voir, quand tu vois les statistiques défensives de Miles Turner, tu t'attends à ce que les joueurs d'en face soient effrayés, et ils sont pas effrayés vraiment. C'est assez intéressant. Alors là, on va nous trouver dur. Non, on voulait peut-être un peu calmer ce qui se passait au niveau de Miles Turner. Il reste que oui, dans la hiérarchie des pivots et le profil qu'il offre, c'est très intéressant parce que ça peut se mêler à beaucoup de choses. Et puis contractuellement, c'est un joueur qui a encore 2 ans de contrat, qui reste très jeune aussi, 25 ans. Et puis aussi, tu vas pas mettre 25 millions sur un pivot, ce qui parfois peut gêner. Là, ça reste plutôt correct. À noter, dernier petit élément peut-être vis-à-vis de Miles Turner, c'est un joueur qui, quand même, à Indiana, alors il est pas aidé par ce qu'il y a autour de lui, mais c'est un joueur qui a jamais été très à l'aise au rebond défensif. Ça a jamais été un très gros rebondeur, donc à noter aussi. C'est-à-dire, tu l'as bien dit, je pense, un 3&D au poste 5, ce qui peut attirer. Maintenant, Tom, peut-être t'as quelque chose à rajouter sur son profil. Bah, c'est assez bizarre parce que c'est assez bizarre qu'il soit, quand on reprend, tu vois, Indiana, c'est une équipe que je trouve qui, même si elle n'est pas forcément hyper bien construite pour viser les sommets, je trouve que tout ce qu'ils ont fait en fait sens. Le problème, c'est encore une fois que c'est une bonne équipe qui a pas forcément un très très bon meilleur joueur en fait. C'est ça le problème, parce que cette équipe-là, on le rappelle, cette équipe-là, elle a été construite autour de Victor Oladipo, All-NBA. Et aujourd'hui, Victor Oladipo, All-NBA, c'est devenu Caris LeVert en dessous du niveau All-Star en fait. Donc du coup, toutes les petits, entre guillemets, les petits gaps qu'il y a, que le gros joueur, le joueur alpha entre guillemets comblait, ben ils sont plus là, ils sont plus comblés. Et en fait, tu vois beaucoup plus toutes les petites faiblesses que peut avoir le supporting cast. Et puis le problème, quand c'est une équipe qui se base sur le nombre et qui avait été construite autour d'un joueur dominant, c'est qu'en fait, vu que en théorie tout le monde avait sa place dans le puzzle, une fois que tu remplaces la pièce centrale du puzzle, tu changes tout full, tu changes tout l'équilibre. Et là, c'est très intéressant parce que si on bascule sur les trades de Miles Turner, pour moi, il y a 2 éléments super intéressants depuis que on a plus ou moins appris que les choses allaient changer du côté d'Indiana. Pour ceux qui notent les détails, je n'ai pas parlé de reconstruction parce qu'en fait, selon moi, quand on regarde l'article de The Athletic, j'invite les gens qui sont abonnés à The Athletic et qui peuvent lire l'anglais d'aller le faire.
On voit qu'au début, le titre parle de rebuilding, donc de reconstruction, mais en fait, quand on lit, puis quand on regarde ce qui se passe depuis, c'est plus du retool. On avait fait la différence, toi et moi, Tom, la dernière fois dans notre podcast sur la reconstruction. On vous invite à aller l'écouter. Un petit élément par rapport à ça, dans l'article, on peut lire, je cite, les Pacers ne veulent pas s'embarquer dans un process au long terme ou dans un tankathon. Oui. Donc, l'idée, elle est clairement dite. On veut en échanger 3 joueurs parmi Sabonis, Levert, Turner, et on a le temps aussi. Et aussi cet élément on va pas se presser, on va pas les échanger le jeudi prochain, on prend notre temps. Premier élément. Ce qui veut dire que ça induit, Tom, que le retour qu'on attend du côté d'Indiana pour Miles Turner, ce n'est pas que des pics. C'est même peut-être de préférence autre chose que des pics et des joueurs à fort potentiel qui ont peu prouvé. Oui, on est vraiment loin de la seule valeur spéculative. Et simplement juste pour revenir sur ce que tu disais sur l'article, il mentionne bien que ce serait par exemple un des deux Sabonis ou Turner, c'est-à-dire que si un part, l'autre reste. C'est pas genre ils essaient de casser le duo en bazardant tout le monde, ils veulent juste se séparer d'un des deux en fonction des offres qui seront plus intéressantes pour eux à moyen long terme quoi. Donc après ça s'explique aussi par Indiana. Alors c'est vrai que là ils ont plus l'excuse du fait que la salle entre guillemets est vide puisque la salle elle est vide depuis très longtemps maintenant Indiana et même en ayant une équipe plutôt compétitive la salle était même pas en termes de remplissage par exemple en termes de remplissage la dernière année où les Pacers étaient top 10 en pourcentage de remplissage de la salle, c'était en 2001. Donc, mais parce que, tu vois, ça renvoie, on en parlait dans notre épisode c'était peut-être sur les changements NBA, il y a des études qui prouvent que les gens vont voir un spectacle avant de voir une équipe, et on va être honnête, c'est pas l'équipe la plus spectaculaire qu'on a eue ces dernières années. Non. Clairement pas, clairement pas. Pourtant, ce sont de bons joueurs, hein, sont de bons joueurs. Qui sont sur de bons contrats entre guillemets, ce sont de bons joueurs qui sont sur de bons contrats et pourtant voilà ça fait plus vendre. Après faut pas oublier que voilà Indiana il y a les Hoosiers aussi donc l'équipe de NCAA qui est entre guillemets l'équipe vraiment de l'État hein. Les gens vont plus t'as plus des gens qui sont plus fans de l'équipe universitaire que des Pacers donc voilà ce sont tous ces éléments-là permettent de faire comprendre un peu pourquoi le propriétaire d'Indiana a un peu cette peur du vide que les gens délaissent totalement l'équipe, sachant que c'est un propriétaire qui est assez âgé, qui est un peu à l'ancienne. On se souvient même, par exemple, dans le cadre du transfert de Malcolm Brogdon, il avait directement appelé l'autre propriétaire pour lui dire, écoute, on va pas faire d'offer sheet, je te donne un pick de draft, machin, voilà. On va pas faire le mécanisme. Alors, c'est vraiment un mec à l'ancienne, tu vois. À l'ancienne, ouais. Bah, c'est le propriétaire qui est là en NBA. Le plus ancien. Le plus ancien, donc effectivement. Donc d'abord, on garde cet élément-là à l'esprit. Et d'ailleurs, vous pouvez comprendre, c'est pour ça que l'on parle d'abord de Miles Turner, puis de Sabonis, parce que on a bien compris que ça va être un choix entre l'un et l'autre du côté d'Indiana. Deuxième chose pour moi à retenir, qui est pas assez, je trouve, cité, parce qu'on parle beaucoup de Miles Turner, tout le monde veut l'attirer, mais Miles Turner, depuis que ces bruits sont sortis chez The Athletic, il insiste beaucoup sur le fait qu'il veut un plus grand rôle. Il y a notamment une déclat qui a beaucoup fait parler, enfin en tout cas où il dit, je le cite, c'est clair qu'ici je ne suis qu'un role player amélioré et je veux plus que ça, plus d'opportunités. J'essaye vraiment de m'adapter au rôle qui m'est donné en essayant de le maximiser. J'ai essayé au cours des 2 ou 3 dernières saisons, mais c'est évident que pour moi, au niveau des chiffres, je ne suis considéré que comme un role player et je me considère autrement. Tom, est-ce que c'est pas un peu un paradoxe parce que tout le monde veut attirer ce Miles Turner-là, mais Miles Turner, il ne veut plus être ce Miles Turner-là. Ah, c'est un peu comme Anthony Davis qui veut pas jouer pivot. Exactement. Voilà, c'est le rôle pour lequel tu veux, ben lui il veut pas forcément de ce rôle-là, il veut un rôle plus grand. Après je trouve que même si je peux comprendre ce qu'il dit puisque dans les chiffres, on voit que son apport offensif diminue depuis l'éclosion de Sabonis, depuis que Sabonis est devenu All-Star, mais cette saison, je trouve que Carlisle il va même à contre-employer Sabonis en inversant les rôles, par exemple en impliquant plus du Miles Turner sur du pick and roll et en mettant cette saison Sabonis soit dans les coins ou même en tête de raquette et en changeant les rôles, alors que quand tu regardes bien, Sabonis pour moi hein, c'est un meilleur poseur d'écran, c'est un meilleur playmaker, c'est juste que c'est un moins bon défenseur et un moins bon shooter. Tu vois?
Mais dans la mise en place de Carlisle, j'ai vraiment l'impression, je pense on a mal lu l'arrivée de Carlisle. Carlisle, il est là pour qu'on ait enfin une idée de qui vaut quoi. J'ai vraiment l'impression que Carlisle, il est là pour ça, et on a tous mal lu ça en mode Carlisle, il va redonner du sérieux à cette équipe. Alors ça explose maintenant, mais plus la situation avance, plus je me dis en fait Carlisle, c'est un évaluateur pour cette équipe. Et ce qui amène aussi que Carlisle, souvenez-vous ces déclats pendant la période Dennis Smith reconstruction du côté de Dallas, c'est pas un mec qui va vouloir jouer avec des joueurs de 22 ans top 5 de draft. Il va vouloir un peu de sérieux. Donc tous ces élans-là me font dire qu'ils veulent du concret. Et là, Tom, du coup, si on parle trade, ça pose un vrai problème parce que beaucoup des packages que l'on voit offerts aux Pacers, pour l'instant, c'est du spéculatif. C'est des jeunes joueurs. On a les Warriors, on parle de Wiseman, Kuminga, des choix de draft. Ça ne fera pas l'affaire. J'ai vu Minnesota avec des choix de draft aussi. Ça ne fera pas l'affaire. Comment on s'en sort, du coup, avec Miles Turner? Le truc, c'est que je pense que c'est, parmi les deux, même si je pense que intrinsèquement, c'est peut-être le moins bon joueur, mais c'est le joueur qui, entre guillemets, c'est le joueur qui a la meilleure scalabilité. Donc, potentiellement, plus d'équipes vont lui voir un rôle pour le rôle qu'il joue actuellement, qu'il ne veut plus jouer, mais pour le rôle qu'il joue actuellement, plus d'équipes vont voir un intérêt à lui, plutôt qu'à Sabonis qui va te demander de reconsidérer en fait toute la façon dans laquelle tu joues, parce que on se souvient de Sabonis en rookie à OKC qui prenait des shoots dans le coin et qui était un stretch fort et qui depuis a beaucoup changé. Mais après, à la décharge entre guillemets de Turner, c'est pas parce que tu es bon dans ce que tu fais dans un rôle que tu ne peux pas faire autre chose. On le voit par exemple cette saison à Miami où par exemple PJ Tucker qui était essentiellement utilisé dans le coin, aujourd'hui il est utilisé en playmaker sur short roll où il trouve des passes dans le coin où il joue des flotteurs, tu vois. Donc peut-être qu'en fait le Miles Turner qu'on voit là, c'est peut-être que 80 ou c'est peut-être que 60% du vrai Miles Turner et peut-être qu'il peut faire beaucoup plus de choses et qu'il n'a pas la possibilité de le faire ici. C'est le théorème Jeremy Grant un peu. C'est-à-dire, on m'imagine dans un rôle parfait et moi peut-être que je pense être capable de faire plus et c'est normal. Enfin, joueur professionnel égaux, c'est normal que le mec considère qu'il puisse faire mieux. Du coup, Tom, au niveau concret des offres, qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Je donnerai juste une petite stat par rapport au rôle de Miles Turner pour illustrer ça. C'est un joueur qui, si on regarde sur 100 possessions en termes de tirs tentés, c'est 3 saisons en NBA où il a tenté le moins de tirs, ce sont les 3 dernières. Donc le rôle se diminue. Donc où est-ce que tu pourrais lui trouver un rôle qui lui irait et une équipe où ça pourrait fitter? Franchement, c'est difficile parce qu'en fait, théoriquement, il y en a beaucoup qui auraient besoin d'un joueur du type de Miles Turner. Mais par rapport à l'évolution que le joueur veut, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça. Et que quand tu regardes l'échiquier de la ligue, je me dis peut-être que les Clippers, sans Kawhi, ce serait peut-être une bonne chose pour lui. Mais après, je pense vraiment que, enfin, pour moi, les favoris, ça serait les Warriors puisqu'ils ont les moyens de donner tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner de la jeunesse, ils peuvent donner du vétéran confirmé pour entre guillemets apaiser Carlisle. Et je pense que ils auraient aussi une idée de suite de Draymond Green, par exemple, dans le rôle d'encre défensive. Et je pense que Miles Turner, il a peut-être aussi besoin de jouer avec un talent offensif comme est peut-être Stephen Curry pour lui permettre pour lui permettre vraiment de débloquer son plein potentiel. Puisque là, tu vois, tu dis que, enfin, comme tu l'as dit, hein, il prend que des shoots ouverts. Ou quel est l'autre endroit où tu peux avoir des shoots ouverts si ce n'est avec les Warriors, par exemple? Et puis, pour quand même pas trop casser du sucre sur le dos de Miles Turner, il les met à 40% ces tirs ouverts, ce qui est quand même très très bien pour un big man. Ce qui est bien, c'est que tu parles direct, tu as parlé des Clippers et des Warriors. La grosse rumeur à l'heure actuelle, c'est les Hornets. Et c'est là où en fait, on voit qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que oui, dans l'idée du pivot qui prend 9 tirs par match en s'écartant, oui. Mais si, alors, on donne peut-être trop d'importance au déclat de Miles Turner, mais si on leur en donne de l'importance, ça va pas le faire en fait. Et d'ailleurs aussi au niveau de les contreparties, moi je les trouve très faiblardes vis-à-vis de Miles Turner.
ce qu'on propose du côté de, alors bien évidemment, tarte à la crème, on nous a mis Gordon Hayward et Gordon vient Hayward. d'Indiana. Ouais, moi je trouve ça, perso, je trouve que ce qui est proposé par les Hornets, c'est un peu léger. Après, il y a autre chose à prendre en compte dans le cas de transfert de Miles Turner ou même de Sabonis à Indiana, c'est que les Pacers, ils sont juste à 1,5 million de la luxury tax. Et les Pacers ne paieront ne paieront jamais la luxury tax. Voilà. Ils paieront pas la luxury tax. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faudra garder en tête, qu'il faudra envoyer peut-être un peu moins de salaire pour donner un peu de respiration entre guillemets aux Pacers. Et si ça se trouve, peut-être que ce sera Miles Turner avec je sais pas moi un autre joueur du coup pour que plus d'argent quitte les finances. Par exemple, ça pourrait être Justin Holiday ou même Torrey Craig qui serait par exemple dans l'échange pour permettre aux Pacers de baisser un peu la masse salariale. Est-ce que tout ça, Tom, si on continue d'avancer, ça nous amène pas vers Domantas Sabonis en fait, pour être des deux celui qui change. Ce qui est marrant, c'est que Sabonis, c'est un peu l'archétype inverse. Sabonis nous force à sortir des boîtes préconçues, qui, j'ai l'impression, sont de plus en plus préconçues à NBA. C'est-à-dire que c'est un intérieur qui a le pire profil, entre guillemets, le pire profil. Il joue 5 en attaque et 4 en défense, ce qui est paradoxalement le complément parfait d'un Miles Turner. Ils sont ensemble, mais faut les écarter. La difficulté avec un Sabonis, Tom, on en a parlé, c'est tout simplement de trouver l'équipe, parce que dans une équipe avec à très fortes ambitions, je pense qu'il va poser des problématiques insolubles. Il n'est pas assez fort pour qu'on puisse se permettre de réfléchir comme ça. Moi, j'ai 2 équipes qui sont venues en tête, Spurs et Kings. Est-ce que ça te plaît ou pas? Moi, j'ai pensé aux Kings direct. Direct, tout simplement parce qu'en fait, je tiens à dire, on n'a pas parlé des trades potentiels avant d'enregistrer. On se laisse toujours dans le flou. Ouais, c'est ça. J'ai pensé aux Kings direct et même pour un joueur dont on parlera un petit peu après. Tout simplement parce qu'en fait, il y a ça va dépendre en fait de ton niveau de désespoir et où jusqu'où tu veux aller. C'est-à-dire que non, dans le sens où Sabonis c'est un peu le Valanciunas moderne. Tu te souviens de Valanciunas à Toronto? C'est-à-dire que c'est un joueur qui est bon contre entre guillemets la moitié basse des pivots NBA, mais qui a plus de difficultés contre le top 5, 6, 7. Et en fait, c'est un joueur qui va élever ton plancher, mais du coup, qui va aussi abaisser ton plafond par rapport à ses déficiences. Et en fait, sur Sabonis, je trouve qu'on est sur un peu le même cas. Et en fait, je pense aux Kings tout simplement parce que je pense que l'idée qu'ils se font du plafond qu'ils veulent atteindre, avec un joueur comme Sabonis, ça peut le faire. Tout le monde ne joue pas le titre NBA. Tout le monde ne veut pas jouer le titre NBA. Parfois, tu as des équipes qui veulent simplement être bonnes et pouvoir gagner peut-être une 50aine de matchs si tout va bien. Et je pense que les Kings sont plus dans cette optique-là que de viser le titre. En particulier les Kings, qui quand même, on le sait, sont sur une longue période de disette. Moi, j'avais vu un truc intéressant. J'avais lu, je sais plus où, si Sabonis arrive, Sabonis, c'est ce qu'ils espéraient de Bagley. Alors c'est peut-être un peu, un peu, mais l'idée est là en fait. C'est vrai que c'est un peu cet intérieur et tout qu'ils avaient, dont ils avaient espéré. C'est peut-être un petit peu du Sabonis. Ce qui est bien du côté des Kings, c'est qu'en plus on a certains joueurs étiquetés où on pourrait, ça paraît plutôt logique, le trade. Et puis moi je reste persuadé, tu vois, si on clôt un peu ce chapitre, on commence à conclure ce chapitre Indiana, je reste persuadé que c'est dans l'intérêt d'Indiana de garder Miles Turner aux dépens de Sabonis. Je reste persuadé. Tu penses? Je pense qu'ils ont plus d'intérêt à garder Turner pour 2 choses. D'abord, Turner, quand un joueur est demandé autant par la moitié de la ligue, c'est qu'il y a quand même une certaine valeur. Donc, première chose, pourquoi t'en séparer? Ensuite, c'est un joueur qui, même si il a fait ses déclarations-là récemment, c'est un joueur qui est plutôt attaché à Indiana, de ce que j'ai pu lire. Donc, ça court pas les rues, les joueurs attachés à Indiana. Donc, on peut aussi le garder. Troisième chose, je pense que, Sabonis, paradoxalement, tu peux obtenir des pièces plus intéressantes que celles que tu peux dans le fit
que tu peux obtenir pour un Turner. C'est-à-dire que pour Turner, tu auras beaucoup d'équipes qui vont vouloir passer un palier et qui vont donc essayer de te donner leurs jeunes joueurs en se disant, lui, ça va être notre accélérateur de particules. Là où, quand on parle des équipes pour Sabonis, on voit bien que c'est des équipes qui sont bloquées dans entre deux moyens. Presque, ouais. Entre deux moyens. Donc tous ces éléments me font dire que, ok, je pense qu'il y a 10 équipes qui veulent Turner et peut-être que les 2 équipes qui voudront Sabonis t'offriront des trucs plus intéressants. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'an dernier Orlando avec Aaron Gordon et Vucevic. Ah, il y a de ça. Ouais. Ça me rappelle un peu ça, où le profil un peu que tout le monde veut à la Aaron Gordon et le profil un peu, que les équipes sur lesquelles sont pas forcément, étaient pas forcément hautes. Et au final, c'est quand même, avec une plus grosse renommée. Et au final, quand tu regardes les packages, c'est pour Vucevic que Orlando a plus obtenu. Tu vois. Mais après, faut dire qu'il y avait une équipe qui était désespérée. Un peu peut-être comme pour le cas de Sabonis, ou une équipe en désespoir qui dit OK, on n'a pas été bon depuis 10 ans. On veut juste être bon pendant un moment et on est prêt à vivre avec ça, et on voit ce que ça a donné par exemple aux Bulls. Là où la comparaison est tellement marrante, c'est qu'en plus, Vucevic comme Sabonis avait été All-Star, mais c'est le joueur non All-Star qui a le plus de valeur. Donc tu vois. Le parallèle a vraiment du sens. Alors, on s'était fait une liste de joueurs. Tom, là, je vois qu'on a déjà fait 25 minutes. Bon, on est vraiment incorrigible. C'est vraiment insupportable. Bref, on va continuer et on va rester à l'Est. On va parler de Pascal Siakam. Pascal Siakam, qui est donc un joueur qui a été... Je vais faire un petit mea culpa sur Pascal Siakam dans cette séquence, mais on va parler de Pascal Siakam parce que il y a la saison rookie de Scottie Barnes qui est très intéressante du côté des Raptors. On a l'éclosion qui arrive, on le voit arriver d'un côté d'un OG Anunoby, et on voit que le rôle dans tout ça, dans la future bonne équipe, on aime parler dans ces termes-là, des Raptors, le rôle de Pascal Siakam semble un peu flou. Alors d'abord, c'est quoi Pascal Siakam? Et là, je pense, Tom, que parmi les joueurs de notre liste, c'est peut-être celui où il y a le plus grand désaccord et peut-être le plus grand écart parmi tous les observateurs au niveau de l'évaluation. Pour moi, c'est le meilleur joueur des joueurs qu'on va parler aujourd'hui. Hein. Pour moi, hein. À mon avis, pour moi, il est vu meilleur, qu'on en a sorti il est meilleur un que la dernière Turner, saison. il est meilleur que Sabonis. Pour moi, moi, c'est le meilleur de ces joueurs-là. Après, il a eu... vous inquiétez pas, on va pas parler de Tony Roten. Hein, vous inquiétez pas. Non, mais clairement, c'est un joueur qui, malheureusement pour lui, son niveau de jeu est entre guillemets trop souvent rattaché à son contrat de... Peut-être il a un contrat de... En fait, c'est une star qui a un contrat de superstar. Moi, parce que comme c'est une star qui a un contrat de star, pardon. C'est un joueur hyper utile. C'est un bon, entre guillemets, deuxième playmaker en attaque. C'est un bon défenseur. C'est quelqu'un qui a du ballon, qui peut, entre guillemets, attaquer des mismatchs, notamment quand il attaque, par exemple, sur le côté opposé, quand le décalage est déjà plus ou moins fait. C'est pas quelqu'un qui va... Alors, il a les moyens d'attaquer frontalement une défense, même si c'est pas ce sur quoi il est... entre guillemets le plus respecté, mais on le voit que pour moi c'est le go-to guy de Toronto, hein. On le voit dans les fins de match, c'est lui qui a les ballons. Alors oui, Fred VanVleet est beaucoup à l'initiation, mais Pascal Siakam, on l'a vu par exemple dans le match face à New York, c'est lui qui avait entre guillemets le dernier ballon et la possession entre guillemets pour faire l'équipe passer devant. Donc moi je trouve que c'est un très bon joueur qui est bon des deux côtés du terrain, qui peut s'insérer et qui pour moi c'est vraiment un joueur plug and play, hein. C'est vraiment un joueur qui peut dans une équipe qui est un joueur qui peut s'insérer dans une équipe qui est très bonne et qui peut être si par exemple c'est par exemple ton troisième meilleur joueur, parce que Siakam, pour moi tu as une équipe très très bonne, hein. Ouais, je pense, ouais. Bah, tu t'as un peu tout résumé en terminant, c'est que il y a un moment où, toujours dans cette obsession de la progression linéaire, on l'a vu aux côtés de Kawhi, on l'a vu MIP, et on s'est dit, peut-être que c'est lui, du coup, le futur numéro 1. On a vu que le numéro 1 est pas arrivé. Il y a eu la déception Giannis, quand même, ce qu'il faut dire que c'était quand même une équipe qui avait plus ou moins réfléchi pour Giannis. Donc forcément, là, on lui retombe dessus, et on en parle souvent ici. Le potentiel, l'espoir que met un Scottie Barnes peut, du coup, amener Siakam à être beaucoup critiqué. Moi, j'invite les gens, franchement, s'ils veulent voir le bon côté de Pascal Siakam, regardez la fin du deuxième quart-temps du match entre les Wizards et les Raptors à Toronto récemment, où c'est une masterclass. La fin du deuxième quart, il leur fait tout. Enfin, dos au poste, catch and shoot, du dribble, même si bon, c'est pas le plus à l'aise au dribble, on le voit quand même. On voit que c'est pas un porteur de balle
Principal. ni primaire, ouais, ni même secondaire peut-être. Enfin bref, mais en tout cas, cette fin de deuxième carton-là, moi, ça et tout ce que j'ai vu de Siakam sur ces derniers jours, quand on a un peu arrêté ce sujet-là, ça m'a permis de le réhabiliter beaucoup. C'est pas une première option, mais c'est quand même un joueur extrêmement solide. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'actuellement, sachant qu'il y a une pénurie totale de poste 5 du côté des Raptors, on le fait jouer poste 5 et c'est pas un poste 5. C'est ça le problème. On peut pas lui demander de défendre. On a parlé de certains des joueurs avant, on peut pas lui demander de défendre ces joueurs-là. On peut pas lui demander de défendre certains des gros costauds qu'on peut avoir du côté de l'Est, et c'est ce qui peut un peu ternir sa réputation, comme sa saison de l'année dernière, qui pour moi est une anomalie. Quand on regarde le tir et tout, il y a beaucoup tu regardes ses 4 dernières saisons à 3 points, il est tout le temps aux alentours des 35%, sauf l'année dernière où il est à 29. Je vais bien lui donner le bénéfice du doute et croire que c'était juste une anomalie. Donc oui, c'est un joueur très solide. Pourquoi Tom alors, on a un peu répondu à la question, mais pourquoi alors il se fait autant critiquer? C'est parce que c'est pas le numéro 1 qu'on espérait et le gros contrat, c'est ça? Si je résume en 2 mots. Je pense que c'est le contrat. Je pense que le contrat, puisque quand il est payé à peu près 33 millions la saison, puisque c'est un joueur qui a bénéficié entre guillemets de la Designated Veteran entre guillemets extension, puisqu'il a rempli les critères All-NBA en étant All-NBA deuxième équipe. La seule année où il fallait qu'il le soit pour bénéficier de l'argent. L'art du timing. Ouais. Voilà, l'art du timing. Donc c'est quelqu'un qui a un contrat. Voilà, c'est une star qui a un contrat de superstar, un peu comme Mike Conley à une certaine époque, où quand on reprend, tu vois, si on prend la théorie du costume, c'est un joueur qui a un costume qui a un costume beaucoup trop cher pour ce qu'il pourrait mettre, tu vois. C'est ça. Il met un costume à 500 alors qu'il va faire les courses. Bref, alors allons-y. Mais et du coup, Tom, parce que là, c'est un podcast aussi, on a décidé de prendre des joueurs qui sont souvent cités dans les rumeurs, mais sur lesquels on n'est pas d'accord sur le oui ou non de la du choix du trade. Est-ce qu'il faut le transférer ou pas? Ce qui est intéressant, c'est que même nous, à l'intérieur de Dunk Hebdo, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, on a eu un débat alternatif pendant les Miss France de samedi soir. on s'est donc demandé, est-ce qu'il fallait... Moi, je fais partie de ceux, je vais peut-être défendre mon point de vue, j'estime qu'il est trop tôt pour trader Pascal Siakam. J'estime que être dans une logique où on va direct chercher à maximiser Scottie Barnes qui fait une bonne saison rookie mais qui reste extrêmement jeune, pour moi, on met la charrue avant les bœufs, on va trop vite. C'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est un joueur qui, je tiens à le rappeler, l'année du titre des Raptors, il est borderline dans certains des H20 en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qu'on imagine qu'on classait à ce moment-là entre 20 et 30, 35 disons. Donc ça quand même, ça court pas les rues. Donc j'imagine. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont le paradoxe Toronto, c'est qu'ils ont ce que souhaitent avoir toutes les équipes NBA, ils ont 3 ailiers en fait, à mettre sur le terrain. C'est leur gros problème. Et ils peuvent pas bencher Anunoby qu'ils ont payé, qui est un bon role player. Ils vont pas bencher leur nouveau précieux qui est Scottie Barnes, et ils vont pas bencher leur meilleur joueur qui est Siakam. Mais j'estime moi qu'il est encore trop tôt. Je trouve pas que le trade se justifie cette année. Peut-être la prochaine intersaison, mais pas maintenant. Surtout que malheureusement, tu vois, t'as parlé des 3 ailiers, c'est que en fait ces 3 ailiers là, ils ont besoin de tout ce qu'apporte en fait Gary Trent Jr. au niveau du spacing. Ils sont, c'est un peu, voilà, c'est ça. Ils se ressemblent en plus. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, limite, ce serait en fait avoir peut-être, dans l'idée de ce que veut la NBA moderne, l'idée ce serait d'avoir par exemple Scottie Barnes et OG Anunoby, mais OG qui est aussi blessé, comme il faut le rappeler. OG c'est pas non plus une garantie en termes de santé. Parce que rappelez qu'il s'est fait drafter, blessé et tout. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, moi, je comprends pas. Enfin, alors, je comprends l'idée de vouloir un pivot un pivot trendy entre guillemets, Miles Turner. Du style entre guillemets de Miles Turner pour aller avec Scottie Barnes, qui est un joueur qui à terme qui va peut-être devenir une espèce de grand meneur de jeu, ou du moins un ailier peut-être potentiellement héliocentré, avec beaucoup la balle en main et beaucoup de responsabilités au playmaking. Je comprends l'idée, mais je trouve que le faire au détriment de Siakam, c'est pas forcément juste, surtout aussitôt. Après, je l'entends, puisque on est peut-être dans une situation un peu à la Monta Ellis,
C'est pas si tu te souviens à l'époque Oui, avec les Warriors. Mhm. Le fait de l'avoir enlevé de l'équation a permis une plus grosse éclosion de Klay Thompson, par exemple. Mhm. Donc on est peut-être dans où t'as l'ancienne star qui est là, mais qui gêne peut-être l'éclosion du joueur qui pourrait être meilleur. Du coup, le profil qu'on rechercherait, ça serait celui d'un pivot défensif ou d'un pivot. Mon seul problème, j'ai un petit souci avec ça, c'est que ils mettent des points comment en fait. Enfin, je Oui. deviens, Je comprends totalement. leur attaque, autant leur défense, ça peut être incroyable parce que oui, là, il y aura un potentiel défensif. Je trouve que ça mettrait une pression sur Van Vliet malade si tu te retrouves avec un pivot défensif. Enfin, à ce niveau d'éclosion de tous les jeunes joueurs, ça serait compliqué. Puis on le sait, c'est pas la bonne recette de se baser sur une grosse défense. Je le dis, moi je répète qu'il te faut un joueur élite. Il te faut une exception en défense pour que tu te bases sur ta défense pour faire le succès. Je sais pas encore s'ils l'ont. Mais imaginons, soyons du coup contredisons-nous. Pascal Siakam est échangé, tu vois quoi comme cible? Est-ce qu'on repart sur les mêmes prétendants? Est-ce qu'on voit encore les Warriors ou non? Parce que j'ai vu du Warriors Siakam. Moi, je suis moins chaud sur du Warriors Siakam que du Turner Warriors. Moi, je dirais encore Sacramento. Hein. Je te dirais encore. Non, mais c'est vrai, je te dirais Sacramento dans le sens où c'est un joueur qui a encore 3 ans de contrat. C'est un joueur qui a encore 3 ans de contrat. Je pense que si il signe à Sacramento, si Sacramento arrive à le récupérer, c'est peut-être le meilleur joueur que Sacramento. Si par exemple tu prends l'échiquier de la ligue, la dernière fois que Sacramento a eu un joueur de ce style-là, c'était quand? Boogie? Ouais. Non, mais Boogie, ils l'ont drafté Boogie, ils l'ont drafté. Mais genre, faire venir ce type de joueur. Voilà. Ouais. La dernière chose qui pourrait se ressembler, c'est par exemple, à l'époque où ils croyaient peut-être en Rudy Gay. Ou le gros scoreur, à l'aile et tout ça. Donc, je pense que, avoir un potentiel All-Star qui débarquerait à Sacramento, pour moi, c'est un bon deal. Sachant qu'en plus, avec Fox et Haliburton, tu l'obliges pas à avoir des responsabilités sur le playmaking. Tu peux lui permettre de jouer dos au panier où il est très efficace. Oui, ça te fait de la défense sur l'aile. On sait que ça se défend les Kings. On envoie tout le monde aux Kings. Je m'attendais pas à ça. Par exemple, une équipe aussi comme, par exemple, une équipe comme Memphis, hein. Pour moi, parce que Siakam, ce serait pas déconnant. Alors oui, pour l'instant, je pense que ça va pas être possible puisque son salaire est trop gros et Memphis n'a pas assez de gros salaire pour pouvoir matcher ça parce que la difficulté de faire un transfert dans la saison, c'est que ton roster est limité à 15 joueurs et du coup, il faut que tu assembles, si tu dois assembler par exemple 4 ou 5 contrats simplement pour matcher le salaire du mec, ça veut dire que de l'autre côté, il faut qu'il coupe des gars pour pouvoir ingérer ces joueurs-là dans le roster ou sinon trouver une autre équipe. Mais plus tu rajoutes des équipes, plus ça complexifie entre guillemets le transfert que tu auras au final. Mais dans le style de joueur, je trouve que Siakam il fait sens par exemple à Memphis et même à Minnesota. Oui, il fait plus sens à Minnesota que Turner, je trouve. C'est intéressant ce que tu dis parce que on voit bien là, on a parlé en introduction du cas Siakam du fait que c'est un joueur qui serait très intéressant pour des équipes qui ont des ambitions. Le problème, c'est que son salaire fait que regardez les masses salariales de toutes les équipes Nets, Lakers, Bucks, etc. C'est soit t'es au max, soit t'as des mecs au minimum. Et du coup là, ils peuvent pas échanger. Voilà. Ils peuvent pas échanger. Ça voudrait dire ça, entre guillemets, sacrifier un des joueurs qui est au max et tu touches pas à ça. Enfin, en cours de saison, c'est ce que je lisais par rapport aux Spurs. Quand je regardais un peu vis-à-vis de Sabonis Spurs, tu vois, je voyais beaucoup d'articles qui expliquaient que les Spurs, ça reste quand même une équipe qui, à l'intérieur d'une saison, fait pas de move. Enfin, genre, c'est vrai. Ils aiment bien garder la stabilité. Donc, ce serait énorme d'ajouter un énorme historiquement vis-à-vis de ce qui se passe chez les Spurs, d'ajouter un Sabonis en cours de saison. Donc, avoir ce choc-là aussi. Je pense, par contre, que les Kings pourraient le faire, ça. J'avoue que la piste Kings me plaît mieux que la piste Indiana, parce que si on retourne, c'est un trade qu'on voit beaucoup. Même Alan d'envergure en a parlé, de la piste Raptors. Je sais quoi ça me tue ça, Alan d'envergure. Raptors Pacers, je vais y arriver. Pour Siakam Turner, si on en parle 2 secondes, Tom, est-ce que c'est un trade qui moi je trouve que c'est du côté d'Indiana.
je pourrais l'accepter, mais du côté des Raptors, un peu moins. Bah, déjà, faut matcher les salaires. Parce qu'on Déjà, a dit que premier les problème. deux équipes, notre ami Herb ne va pas payer la luxury tax. Donc déjà, faut matcher les salaires. Alors peut-être si c'est Pas pour par Pascal. exemple, On l'aime bien, le Pascal Voilà. Gang, mais c'est pas possible. c'est ça. Donc il y a déjà ça. Après, tu vois, Siakam à côté de Sabonis, pour moi, ça fait quand même un peu sens. Ça fait moins sens que Turner, mais ça fait quand même un peu sens dans le côté récupérer un joueur dynamique qui peut jouer des deux côtés du terrain. Du moins, Siakam, il fait sens avec tout le reste du roster entre guillemets d'Indiana et peut-être un petit peu moins avec Sabonis, mais il fait vraiment sens là-dessus. Après, un échange. Turner à Toronto, je trouve que ça manque de jus. Pour moi, c'est 2 ans trop tôt, en fait. Enfin, genre, prendre cette équipe de Toronto-là, dans 2 ans, où ils seront, peut-être ils auront besoin de Miles Turner de 2021. Mais là, Ouais, je suis très, puis, au niveau des playmakers, c'est faible. Au niveau de l'attaque, c'est faible. Il y a trop de joueurs, monsieur propre. Il y a trop de joueurs, propres, efficaces. Vous allez me dire, j'aime le chaos. Oui, il faut qu'il y ait quand même une dose, et je vois ce que tu veux dire, il y a un peu de ça. Mais tu vois, pour moi, Sabonis, il fait beaucoup plus sens à Toronto que Turner. Dans le sens où, ok, ils ont un système, ils ont pas mal de joueurs hyper longs, très actifs et très agressifs entre guillemets sur la balle pour entre guillemets cacher les déficiences de joueurs comme Sabonis. Et je trouve que Sabonis, il a tout le côté playmaking. Par exemple, Sabonis, tu peux lui donner la balle, il va te trouver un dribble end-off, tu vois, on n'est pas dans le Chris Boucher ou voilà des mecs qui ont besoin, parce que limite Chris Boucher c'est un peu un mec dans la même théorie que Miles Turner, tu vois. Et je trouve que Toronto, après c'est un move qui peut-être rendrait Toronto playoffable, mais est-ce que c'est vraiment leur objectif? Si t'es dans une optique de maximiser Scottie Barnes, je pense pas. Tu vois, c'est peut-être trop tôt. Ouais. Mais effectivement, je suis en train de me dire, alors on va avancer, hein, le problème de Sabonis est le même problème que pour Turner. Ce sont des joueurs ils sont trop parfaits dans le profil qu'ils apportent. C'est-à-dire qu'ils sont trop eux-mêmes. Ouais, Et en je vois fait, ce que à tu veux force dire. d'être trop eux-mêmes, bah tu te dis ok, je peux faire que ça à côté de lui, et du coup, en fait, ils sont même, vu que la NBA bascule, vu la trajectoire et la direction que prend la NBA, on se pose pas cette question-là vis-à-vis de Turner, sauf qu'en fait, si Turner te pose la même question, les mêmes questions, ce sont juste, ils sont trop eux-mêmes. Bref, Mais- j'arrive pas à le mettre d'une Tu vois, autre manière. si tu prends l'exemple, par exemple, de l'évolution d'un gars comme Brook Lopez. Je le disais en off, mais moi, j'ai plus la sensation que Sabonis a plus de chances de devenir, par exemple, ce que Brook Lopez est devenu aujourd'hui, que de voir Miles Turner avoir le volume offensif et pouvoir exploiter des mismatchs comme peut le faire, en fait, Brook Lopez, tu vois. Là, je serais il est quand même, je parierais quand même plus Tu sur, parierais je plus parierais sur Turner, Turner. déjà au niveau de la taille, au niveau du Oui, coffre c'est et vrai. tout, ou Oui, c'est vrai. là où Sabonis c'est un petit peu limite. On va enchaîner, Tom, et on va partir. Alors là, on était du côté de la conférence Est. On va partir à l'Ouest avec un duo de Houston, Tom. T'as insisté pour qu'on parle d'un côté de l'ami Eric Gordon, de l'autre de l'ami Christian Wood. Alors on va commencer. Bon allez, on va commencer par Gordon. Tom, pourquoi t'as voulu en parler aujourd'hui? Pour moi, Eric Gordon, c'est le joueur qui a le plus de chances de se faire transférer de toute la ligue. Voilà, la première chose, c'est qu'il joue sur le poste de Jalen Green. Aujourd'hui, c'est un bien meilleur joueur que Jalen Green. Sauf que le projet des Rockets est basé sur Jalen Green et il faudra lui trouver des minutes. Donc, au début de saison, ils essayaient de les faire jouer tous les trois. Après, il y a eu Gordon qui sortait du banc. Et ensuite, là, Gordon a entre guillemets, pris la place suite à la blessure de Jalen Green et les Rockets ont commencé eux aussi à gagner des matchs. Je pense que c'est peut-être pas décorrélé que les Rockets aient commencé à gagner des matchs quand le meilleur joueur joue. Sauf que Eric Gordon, je pense que c'est un joueur qui, quand tu regardes les équipes playoffables, et si par exemple tu regardes les 5 potentiels de toutes les équipes playoffables, je pense que tu peux l'insérer à peu près partout. Ah, shoot, dans les il 5 dit- de départ. Oui, dans les closing line-up, Ah, d'accord. c'est-à-dire le 5 qui va finir les matchs.
un gars qui shoot, qui joue plus entre guillemets plus haut que sa taille. C'est-à-dire que tu peux très bien le mettre, pour moi, tu peux très bien le mettre à défendre sur un poste 3, voire sur un poste 4. Clairement, puisque c'est un joueur qui est très puissant du haut du corps. C'est quelqu'un qui peut dribbler, qui peut se créer son propre shoot, que tu peux utiliser sur une défense en switch. Donc, pour moi, c'est un joueur qui figurerait bien dans un closing line-up d'une bonne équipe, voire d'une très bonne équipe qui viserait le titre. Il y avait, du côté de The Athletic, encore une fois, il y avait un article qui expliquait que Eric Gordon a pas demandé son trade, mais en gros, il était préparé à partir. Donc ça met un peu de l'eau dans ton moulin vis-à-vis du joueur qui pourrait, qui est un des joueurs qui devrait bouger. Et c'est vrai que oui, Houston gagne. On avait un peu moqué Houston. J'avais beaucoup critiqué Houston. C'est positif, mais c'est paradoxal encore une fois, mais il s'agirait de pas trop gagner et surtout pas trop gagner en l'absence du joueur qui doit être la pièce centrale de ton projet. Donc c'est ça le problème. Par rapport à Eric Gordon, je suis peut-être un chouïa un peu moins optimiste que toi. Je pense qu'il peut avoir un rôle dans une équipe qui a des ambitions. Je me demande juste si il peut avoir un rôle dans un 5 qui termine un match. Ça, je suis un peu autant alors que j'espère que les auditeurs n'entendent pas, mais ma chaise n'arrête pas de grincer. Bref, alors autant je le vois sur le shoot, oui, mais alors défensivement, tu vois, il joue plus haut que sa taille, mais c'est un joueur qui va avoir bientôt 33 ans. J'ai aussi un petit peu peur. Il y a le bon âge pour les Lakers, hein. Ah oui, pour les Lakers, c'est bon, ils vont sauter dessus. J'ai un petit peu plus peur à ce niveau-là, mais il peut avoir un rôle dans une bonne équipe. Est-ce que le salaire est pas un problème, par contre, Tom? Oui, le salaire est un problème parce qu'il a 19 millions cette saison, 19 millions à peu près l'année prochaine. Donc du coup, c'est du salaire supplémentaire à ingérer et c'est pas comme les Américains me disent, c'est pas un flyer quoi, c'est pas quelqu'un que tu vas prendre juste pour un run pendant 5 mois juste pour et après tu peux décider de le prendre. Donc du coup, moi je trouve qu'il est quand même intéressant pour une équipe qui aura pas les moyens de recruter l'an prochain et qui trouvera pas forcément mieux sur le marché quoi. Par exemple les Lakers. Oui, après, en gros, les salaires qu'il faut marge les salaires qu'il faut mettre toujours en face pour équilibrer ça, ce serait par exemple Horton Tucker et Kendrick Nunn, où là tu arriverais approximativement, bon, il faudrait rajouter quelques petits trucs à côté. Est-ce que c'est suffisant pour Houston? Mais je pense que les Lakers ils signent, hein, parce que je te dis que si Eric Gordon il arrive là dans cette équipe-là, je pense qu'il commence, hein. Je pense qu'il start. Hein. Oui. Ah oui. Oui, est-ce qu'on voit du côté des Lakers, il start, oui. Il entre même, c'est même le premier qui rentre sur le terrain. Oui. Non, je pense qu'il start. Après, à voir si, tu vois, dans une logique où, il y a beaucoup de discussions au niveau de l'âge des Lakers, est-ce qu'ils vont vouloir se séparer du seul avec Anthony Davis qui est plus jeune que le reste de l'effectif de grand-père? Est-ce qu'ils vont vouloir se séparer du joueur qu'ils ont payé en se disant il sera peut-être là à moyen long terme avec Horton Tucker? C'est vrai. Après, moi, je pense que lui, Horton Tucker, il est plus là, entre guillemets, par rapport à ce que les autres équipes peuvent percevoir de lui. Je pense qu'il a ce contrat-là plus dans le sens où, ok, si on avait par exemple gardé Caruso, par exemple, leur serait plus utile sur le terrain. Mais si par exemple on a besoin d'échanger, je pense que Horton Tucker par rapport à en termes de valeur spéculative dans l'œil des autres franchises, il aurait eu peut-être plus de valeur pour une équipe qui n'est pas dans un processus qui ne cherche pas à gagner. Tu vois, pour une équipe qui est dans un processus entre guillemets de reconstruction, je trouve que Horton Tucker par rapport à son âge, ses qualités physiques et son skill set, il va faire miroiter plus de choses que Caruso qui lui c'est plus dans une équipe qui est déjà prête à aller à gagner quoi. Donc je me dis que ça peut matcher avec Houston par exemple. Sachant qu'en plus Eric Gordon, il y avait eu des discussions il y a quelques mois avec Indiana par rapport, et ce qui est assez marrant c'est que là tu vois que tu ne peux pas le problème que posent les joueurs d'Indiana, entre guillemets, vu que c'est un petit peu le fil rouge de cet épisode, ils sont trop bons en fait. C'est-à-dire que si tu ramènes un des joueurs d'Indiana, si Houston, l'objectif c'est vraiment on est mauvais, on développe les joueurs, ils vont te faire gagner des matchs en fait, que ce soit Sabonis, Turner va te rendre ta défense meilleure, un Levert
c'est le roi de l'inconstance. Vous voyez qu'on en a pas parlé parce que c'est assez compliqué, mais sur 2 ou 3 coups de chaud qu'il a tout le temps, ou 2 ou 3 matchs où il est très bon, il te fera gagner des matchs. Donc il y a aussi cette notion de eux veulent du spéculatif. Et du coup, toutes les équipes, encore une fois le paradoxe, les équipes qui sont au sommet ont déjà lâché pratiquement toute la part qu'elles avaient de elles ont plus grand chose à offrir. Ouais. À part les Bucks, tu vois, les Bucks, il y a encore DiVincenzo, mais il faudrait un autre contrat pour aller avec DiVincenzo, par exemple, pour matcher, puisque DiVincenzo, il a encore son contrat rookie. Alors que tu vois, et Gordon aux Bucks, moi, ça me dit bien, tu vois. Tom adore Eric Gordon, pour ceux qui écoutent le podcast. Mais moi, je serais un petit peu plus sceptique sur peut-être l'aspect jouer plus haut que sa taille et l'aspect est-ce que je peux rester en bonne santé, mais ça on verra. Ça c'est très important. À noter, on a beaucoup parlé de spéculatif, peut-être pour ceux qui nous découvrent, ça sous-entend choix de draft, jeunes joueurs. En fait, ce qui aura de la valeur dans plusieurs années, on l'espère. Hein, pas ce qui a de la valeur à l'instant, les bons joueurs. Restons du côté de Houston. Christian Wood, je t'avoue que de tous les joueurs dont on va parler aujourd'hui, on devrait avoir le temps de finir avec notre dernier élément. C'est celui pour lequel, plus que Sabonis, j'ai eu du mal à faire la partie évaluation, à me dire c'est quoi Christian Wood en fait, parce que le pauvre est à chaque fois dans des situations très compliquées. Il était aux Pistons, il est maintenant à Houston. C'est un joueur qui, tu le vois, a un talent offensif, défensivement peut-être, je trouve, on le fait passer pour une passoire. Je trouve que avec les pivots parfois on est peut-être un peu dur, même avec un Sabonis, ils sont pas bons, mais c'est pas non plus des passoires. C'est pas Enes Freedom, pardon. Mais en tout cas, c'est quoi ton évaluation de Christian Wood? Moi aussi, c'est difficile par rapport à, enfin, c'est un joueur qui est, la seule chose que tu peux dire de Christian Wood, c'est que c'est un joueur, quand il a du temps de jeu, c'est un joueur qui est productif. Il est productif, très productif, offensivement. C'est quelqu'un qui était un de mes chouchous d'ailleurs, Christian Wood, quand il était à Détroit. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait sens dans une équipe qui fait du jeu rapide. Moi, c'est un peu pour moi, ça serait plus un joueur un peu à la Richon Holmes, mais en vraiment beaucoup plus fort. Un peu moins bon défensivement, mais beaucoup plus explosif, beaucoup plus polyvalent offensivement. Et un petit peu moins, je pense, dans la dureté peut-être. Enfin, Holmes, il envoie, je trouve. Oui, un petit peu moins. Après, il est un petit peu plus petit et il est moins costaud. Après, Christian Wood, je trouve que c'est pas un talent totalement dépendant. Alors oui, la majorité de ses paniers sont assistés, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut se débrouiller tout seul pour aller se chercher ses paniers seul. Mais encore une fois, le gros souci, c'est que on ne l'a jamais vu dans une bonne équipe. On l'a même pas vu dans une équipe moyenne, Tom. C'est ça, on l'a vu que dans 2 équipes qui chopent. C'est triste pour le joueur, hein, parce qu'en fait, on l'a vu que dans des équipes qui ne jouaient pas la gagne. Dans les bonnes équipes où il est passé, il jouait pas. Tu vois, par exemple, il était à Milwaukee. Finalement, Milwaukee l'a coupé. Ils ont préféré avoir DJ Wilson. Ensuite, il est allé aux Pelicans. Il a fait quelques matchs. Il était bon. Les Pelicans, finalement, l'ont pas conservé. Détroit l'a récupéré. L'équipe était pas bonne. Et là, il est à Houston. Il vient pour jouer avec James Harden. L'équipe n'est pas bonne. Donc là, limite, là, ce qui se passe là sur ces dernières semaines, c'est les premiers succès de Christian Wood en tant que joueur faisant partie du truc, quoi. Donc pour moi, c'est difficile. Est-ce que ça peut pas un peu refroidir, tu vois, parce que encore une fois, hein, c'est pas sa faute qui se retrouve à chaque fois dans des mauvaises équipes, surtout dans le cas de Houston, où Houston, en théorie, enfin, il y a le cas Harden qui a un petit peu tout chamboulé, mais l'évaluation, du coup, elle est difficile parce que si tu vas chercher Christian Wood, ça va être une équipe moyenne, voire peut-être une équipe qui a des ambitions, et tu te dis, je l'ai jamais vu dans ce rôle-là. Donc là, c'est très compliqué parce qu'on parle pas d'un joueur qui est sophomore. On parle d'un joueur qui a quand même déjà de l'expérience en NBA. Moi, je vois 2 équipes pour lui. La première, c'est Charlotte. Je trouve il va bien dans le côté très athlétique, qui court, joueur un peu de cercle à cercle, mais qui peut créer. Il est bien, bien meilleur que Mason Plumlee. Enfin, je pense que il fit bien pour moi, encore plus même que Miles Turner, je trouve. Parce que avec lui, t'as vraiment la menace du volume. Ah, même si défensivement c'est pas le même type de joueur, tu te dis, Même Toronto, tu vois.
Toronto, et je trouve que ça, il fait plus sens là. Il fait beaucoup plus sens à ces endroits-là. Surtout que oui, courir avec Lonzo Ball, enfin, tu vois, même au niveau de la main, c'est un joueur qui a jamais connu une main de qualité, en fait. Non. C'est ça. Après, par contre, du coup, si tu le fais jouer dans ces équipes-là, c'est que tu le fais jouer pivot à plein temps, comme ce qu'il est en train de devenir, hein. Mais C'est ça. Pour moi, c'est son avenir au poste de pivot. Alors oui, il faudra qu'il progresse entre guillemets défensivement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas un joueur qui est capable d'être l'encre défensive. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il progresse. Ça prend du temps, hein, pour d'être bon défensivement. Pour certains, ça prend une saison. Par exemple, pour DeAndre Ayton, ça a pris 2 saisons. Et pour d'autres, ça prend plus de temps. Tu vois, Brook Lopez, il a fait toute sa carrière, il était mauvais, il était pas très bon défensivement. Et puis, il a eu le switch après 7 ou 8 ans de carrière et c'est devenu limite un candidat au défenseur de l'année. à noter, c'est incroyable, mais j'ai vérifié ça, hein, Christian Wood a 1 an de plus que Miles Turner. Tu vois, enfin, c'est Là, tu vois. comme quoi Donc, la perception. Ouais, tu vois, la il fit perception. bien dans les équipes plutôt jeunes. Après, la problématique, c'est qu'il lui reste entre guillemets 1 an de contrat après cette année. Qu'est-ce que lui veut, tu vois? Parce que est-ce que si tu es une équipe, est-ce que tu vas te risquer à donner des choses de ton futur? Enfin, si tu es une équipe qui est entre guillemets moyenne, enfin, dans la hiérarchie de l'NBA, est-ce que tu vas te risquer à donner des choses de ton futur? Même si je pense que par exemple pour Charlotte, il pourrait partir sur quelque chose avec tu vois Kelly Oubre ou quelque chose comme ça, Kelly Oubre avec PJ Washington ou des choses comme ça, tu vois. Si tu centres ça autour de Kelly Oubre, pas toucher à des joueurs qui peuvent être dans la future bonne équipe ou en tout cas qui sont du cru. Ouais, il peut avoir de ça. C'est ça. C'est ça. Alors là, déjà qu'on nous saoule avec l'équipe swag de Houston, si tu rajoutes Kelly Oubre, bref. Papy. Ouais, ça va être horrible. Mais oui, enfin moi franchement quand j'ai vu quand on a décidé de parler du cas Christian Wood, je me suis dit c'est un bon joueur. Je vois les flashs en attaque, en défense. Oui, c'est pas très bon, mais il a que 26 ans et le résultat du fait qu'il est bourlingué, c'est aussi qu'il a peu de temps de jeu en fait. Enfin, Oui. je compare en termes de minutes, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je pense que Miles Turner a joué 15 fois plus que lui déjà. Donc, il y a un moyen. Enfin, la meilleure école, c'est quand même celle du terrain. Donc après, moi, c'est juste, je pense qu'en termes de coût, il y aura tu récupéreras peu d'assets en fait. Donc, est-ce que Houston de son côté va se dire, je l'échange parce que ça reste un des meilleurs joueurs que j'ai dans mon effectif, qui me fait pas gagner beaucoup de matchs quand même, on va dire paradoxalement, et de l'autre, je récupérerai peu quoi. Donc, est-ce que j'ai pas intérêt à le garder? Oui, ça fait sens ça fait sens de le garder. Après, visiblement, le futur peut-être au poste de pivot de Houston, ce serait peut-être Sengun, qui n'a pas aujourd'hui qui n'a pas beaucoup de minutes et du coup se séparer de Wood, parce que Wood, sa valeur n'a jamais été aussi haute, hein. Parce Peut-être que l'année dernière. Même pas, hein. Là, sa valeur est super haute, hein, Christian Wood. Ouais, peut-être. Tu vois. Enfin, c'est surtout la problématique pour lui, c'est surtout avec qui il se bat sur le marché. C'est un peu le côté remplaçabilité en fait. Si je trouve pas ce que je veux chez toi, par exemple, si Charlotte a besoin d'un pivot, ils peuvent aller voir, tu vois, Indiana pour Turner ou Sabonis. Ils peuvent aller voir potentiellement Portland avec Yusuf Nurkic. Ils peuvent aussi aller voir potentiellement Sacramento avec Sean Holmes. Donc, il y a beaucoup de pivots là. Il y a beaucoup, tu vois. Certes, ils apportent tous des choses différentes. Ils ont tous des niveaux différents, mais en fonction de ce que toi tu es prêt à dépenser, tu vas trouver quelque chose qui tu vas trouver preneur. Donc c'est ça aussi le jeu de l'offre et de la demande. S'il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, ben le prix va baisser. C'est là la difficulté aussi de vouloir échanger un pivot. On le dit toujours, c'est le poste le plus difficile peut-être à échanger. Ce qui n'est pas difficile à échanger, transition. Ce sont les ailiers. Et on va terminer avec Harrison Barnes. On a beaucoup parlé de les deux fils rouges, Indiana et de l'autre Sacramento. Harrison Barnes, lui, c'est un petit peu comme Miles Turner avec lequel on a ouvert le podcast. C'est un habitué, hein, des rumeurs de trade. Là, ça fait 2 ans, je pense. 2 ans, qu'on parle tout le temps de lui en tant que trade. On a parlé de beaucoup de joueurs aujourd'hui. Tom, est-ce que c'est pas celui... Alors, on en a eu beaucoup de plug and play. Voilà, on les fait rentrer, ils jouent direct. Est-ce que parmi tous ceux qu'on a eu, c'est pas celui qui est le plus plug and play?
Ouais. Pour moi, ce serait le joueur, entre guillemets, le plus recherché qui te demande le moins de compromis à intégrer par rapport à ce que tu as déjà dans ton effectif si tu es une bonne équipe, par exemple. Mm. En gros, tu le fais jouer, t'as juste peu, quoi. Exactement. Ouais. C'est un professionnel. C'est un professionnel. C'est un mec qui joue à l'aile, qui est bon défensivement, qui là offensivement a fait des choses plutôt intéressantes cette année, qui arrive à aller sur la ligne. Harrison Barnes va sur la ligne. Aujourd'hui, c'est plus le joueur qui prenait que des choses. Et un peu à la manière, tu vois, de Pascal Siakam, c'est un joueur qui, à un moment, tu vois, quand il était à Dallas, par rapport à son contrat, on avait mis beaucoup de choses ça l'a tué, ouais. sur son dos. Et au final, les gens se rendent compte maintenant que c'est un super joueur. C'est juste que par rapport à, il n'avait pas le salaire qui correspondait à ce qu'il était incapable d'apporter à une équipe. Du coup. Et là, c'est un joueur hyper utile et qui, pour quasiment toutes les équipes de playoff, aurait un sens. Qui a pas encore 30 ans. Donc, on l'envoie du côté d'Indiana, Tom. parce qu'en vrai, pourquoi pas, c'est un contrat dégressif? C'est ce qu'on veut trop faire. Non, mais quand j'ai commencé à me dire Sabonis du côté des Kings, je me suis dit, Barnes, Turner. Alors là, on est très loin de, on fait exploser on ramène les gens avec du spectacle. On en est très loin. Le spectacle, ça sera pour l'échange de Caris LeVert, peut-être. Mais, alors bien évidemment, c'est la base du trade. Hein. Il faudrait ajuster les contours, mais pour moi, c'est pas illogique, hein. C'est pas illogique. Harrison Barnes, franchement, hein, pour moi, je pense que Utah devrait essayer de le récupérer et les Suns. Imagine Harrison Barnes aux Suns. Ouais, mais là, c'est un jeu vidéo, les Suns, Tom. Imagine Harrison Barnes aux Suns. Moi, je signe pour ça. Mais tu le fais arriver comment, du coup? Par exemple, s'ils ont, tu vois, ils ont le contrat de Saric, ils ont Smith, là, le joueur qu'ils n'ont pas, enfin, le top 10 de draft qu'ils n'ont pas aussi. Enfin bon, c'est jamais. Après, ils ont aussi des pics de draft à venir, mais je pense que ça, pour moi, ça fait vraiment sens en fait, Harrison Barnes aux Suns. Ouais, ça fait vraiment beaucoup sens. Ça fait très très peur en fait, mais oui. Après, j'ai juste peur que peut-être du côté des Kings, on soit pas satisfait de la contrepartie, mais moi je t'avoue que je veux tellement l'envoyer à... Alors ça fait pas rêver, hein, mais tu l'envoies à Indiana. Déjà l'association Barnes-Turner serait plus intéressante. Ensuite, il y avait beaucoup une volonté de faire, dans l'article de The Athletic, on parlait beaucoup de donner plus de responsabilité à Chris Duarte. Il a pas un joueur qui a besoin du ballon nécessairement dans la main. L'option Phoenix, oui, pour les fans de Phoenix, elle est sale, mais je sais pas si ça sera suffisant pour attirer Barnes. Après, t'auras pas des premiers tours non protégés pour Barnes, hein, mais Après, tu peux avoir peut-être Dallas, tu peux avoir Boston. Tu vois, par exemple, Boston Barnes, ça fait 1 an et demi qu'on nous en parle. Ça fait sens, même si je trouve que c'est pas forcément ce dont ils ont besoin, mais c'est un joueur qui est super utile, qui pour moi fait plus sens que Grant Williams. En tout cas, si tu veux viser quelque chose ou au moins essayer de passer un premier tour de playoff, t'as l'option Chicago aussi. Il fait sens partout. C'est juste combien tu es prêt à donner pour récupérer ce joueur-là, sachant que c'est un joueur qui est encore sous contrat pour 2 saisons, qui a un contrat dégressif et qui est déjà plug and play. T'as pas énormément de choses à changer. C'est ça. Et qui en plus, tu l'as dit, enfin il y a quand on lit beaucoup de choses sur Barnes, on voit que c'est un mec carré, professionnel. Enfin ça ressort beaucoup ça. Donc à noter. Ouais, il y a beaucoup d'équipes. En fait, beaucoup d'équipes pas moyennes, mais moyennes plus qui pourraient en profiter. Chicago, ouais. J'avais vu des trades hypothétiques avec les Wizards en début d'année. Mais maintenant que ça fait moins sens maintenant qu'ils sont bons. Enfin, c'est Harrison Barnes, hein. Harrison Barnes, ça serait leur meilleur ailier. Tu crois pas en Kyle Kuzma? Ça fait sens. Oui, non, limite, ça peut faire sens puisque, au final, il est pas tant plus âgé que ça que Kuzma. Au final. Tu vois, avec Bradley Beal, KCP,
Ça peut faire sens, hein. Après, à voir aussi ce qu'attendent les Kings, que veulent les est-ce qu'il Kings va être pour lui. échangé justement, Yes. Tom? Parce que j'ai Harrison l'impression Barnes. que à chaque intersaison, enfin en tout cas, ça fait plusieurs mois ça devient un peu nouveau Aaron Gordon ou le nouveau Miles Turner, parce que c'est des joueurs qui sont constamment dans les rumeurs de trade vers les mêmes équipes et qui sont jamais échangés. Est-ce que ça va se faire pour Harrison Barnes? Moi, je pense que oui, parce que j'ai Moi, vraiment cette année, l'impression, ouais. du côté des Kings, on est au cul-de-sac, là. On entre dans le cul-de-sac, et je pense que les choses vont peut-être bouger. Ouais, pareil. Cette année, je pense que c'est vraiment l'année où je pense qu'il va bouger, où encore l'an dernier sa valeur était haute, mais là je trouve que sa valeur est encore plus haute parce qu'en fait il y a très peu de, tu peux prendre peut-être Covington qui est un peu dans le même style, mais même Covington, tu vois, pour moi il y a un vrai écart entre Covington et Harrison Puis Barnes Covington, aujourd'hui. j'ai l'impression que les gens sont rendus compte qu'il était un petit peu surévalué à une période, je pense. Et ce qui se passe, parce qu'il avait été présenté à Portland comme la solution à tout, et en À la fait, défense, sauf que tu il y vois a, que il y non, a en fait, beaucoup trop de trous à combler. à colmater, ouais, Voilà, c'est pas c'est ça. possible. Mm. Ok, et ben on va finir là-dessus, Tom. Alors on va être honnête avec vous, on avait une liste de joueurs qui a bougé même jusqu'à 3 minutes avant l'enregistrement, hein, parce qu'il y a des joueurs il y a eu des blessures, il y a etc. C'est ça. Enfin, bref. On peut pas trop en En tout parler. cas, on espère que vous avez apprécié. Si vous êtes fan des Kings et que vous aimez pas trop Sabonis, on est désolé. Mais en tout cas, et que vous êtes attaché à Harrison Barnes aussi. En tout cas, n'hésitez pas à réagir sur Twitter, hein, pour nous dire. Ouais, Tom, je vois que t'as un truc à rajouter. En fait, je viens d'y penser, mais Siakam à Dallas, ça fait sens. Ouais. Mais tu l'envoies qui, du coup? C'est ça le problème. C'est toujours ça le problème. Il y a rien, je crois qu'il y a rien à Dallas qui intéresse Toronto. Porzingis, c'est la théorie du joueur que veut un peu Alan, tu vois. Ouais, mais ils le veulent pas payer comme Porzingis. Oui. C'est ça. C'est vraiment c'est vraiment des picsous. Hein, ça. Ouais, mais là tu m'intéresses. On va conclure là-dessus. On va vous laisser réfléchir là-dessus, mais ouais. Pourquoi pas? Surtout que tu te dis, on est à un stade de notre construction, on s'en fiche de payer cher les joueurs parce que de toute façon, on n'est pas On n'aura censé pas être de cap bon. space. Ouais. Et Luka va avoir son super max. Ouais, pourquoi pas. Il y a déjà un joueur héliocentré, donc ça lui permettrait, oui, ça serait le meilleur joueur avec qui il est joué, quand même, je pense. Ah, bon, c'est quand même, on salue Ilias pour nous qui avons rêvé du Luka Giannis, c'est la version Wish. Ça fait quand même, c'est quand même triste, mais bon. Bref, on va conclure là-dessus. Du coup, on vous invite, oui, à réagir au trade ou en tout cas aux pistes qu'on a pu proposer sur Twitter, à vous abonner au podcast partout. Et puis nous, on va vous souhaiter une très bonne semaine. Et puis Tom, on va se reposer là, beaucoup de réflexions en essayant de réfléchir théorique des deux côtés. C'est compliqué, ça donne mal à la tête. Alors on vous souhaite une bonne semaine et à très vite. Salut! Salut!